Et si je te disais qu'il y avait un joueur NBA qui pouvait littéralement pas faire une passe normale, des no-look passes renversantes à sa mythique passe du côte impossible à reproduire, Jason Williams était tout simplement l'un des passeurs les plus spectaculaires de l'histoire de la NBA. Ses highlights sont toujours parmi les meilleurs disponibles sur YouTube, des meilleurs meneurs de tous les temps. Mais comment a-t-il développé ce style de jeu unique qui lui a permis de mener son équipe au titre NBA en 2006 ? Et pourquoi diable choisissait-il de rendre ses passes plus difficiles qu'elles ne devraient l'être? Pour le comprendre, il faut remonter à ses débuts, dans un petit lycée de Virginie occidentale, là où tout a commencé. Jason Williams est né à Bell, une toute petite ville de même pas 1000 habitants, où l'avenir se résumait souvent à un job manuel ou à une vie bien rangée sans trop d'ambition. Mais lui, il voulait autre chose. Son père, Terry Williams, était un flic d'État. En gros, c'est comme la police municipale, c'était un homme droit, strict, qui ne plaisantait pas avec la discipline. Il voulait que son fils grandisse avec des valeurs solides, qu'il comprenne la rigueur du travail. Mais il savait aussi que Jason n'était pas un gamin comme les autres. Dès son plus jeune âge, il avait cette aisance avec un ballon. Ce truc en plus que personne ne lui avait appris. Et surtout, il avait une chance en or. Terry avait les clés du gymnase du lycée du Pont. Alors que les autres gamins traînaient dehors après l'école ou jouaient aux jeux vidéo, Jason passait ses nuits à dribbler et shooter. Seul dans un gymnase désert, il pouvait y aller quand il voulait, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'était son terrain de jeu, son laboratoire. Et attention, c'était pas un entraînement classique avec des coachs, des plans tactiques ou des schémas précis. Non, Jason s'amusait. Il inventait des passes absurdes, essayait des dribbles insensés, tentait des tirs impossibles, il testait tout ce qui lui passait par la tête. Son truc, faire différemment des autres. Là où certains jeunes basketteurs passaient des heures à répéter des fondamentaux basiques, lui expérimentait. Il voyait le basket comme un art, un spectacle, et il voulait que chaque action soit marquante. Il s'imposait même des défis bizarres, comme dribbler avec des poids sur des poignets pour améliorer son contrôle ou shooter les yeux fermés pour travailler sa précision. Il passait des heures à dribbler dans le noir, développant un toucher de balle exceptionnel qui allait plus tard faire de lui un monstre en NBA. C'est là, seul dans un gymnase vide, qu'il a façonné son style unique. Quand Jason entre au lycée de DuPont, il n'est pas encore une star. Il est doué, très doué, mais il lui manque encore un élément essentiel. Quelqu'un pour comprendre son jeu. Et c'est là qu'il croise Randy Moss. Ouais, le Randy Moss, futur Hall of Famer de la NFL, l'un des meilleurs receveurs de tous les temps. Et avant d'être une star du football américain, Moss était une machine sur un terrain de basket. Et sont rapidement devenus inséparables. Ils traînaient ensemble en dehors des entraînements, parlaient basket sans arrêt, et surtout, ils comprenaient le jeu de la même manière. Jason avec sa vision et ses passes de magicien, et Randy avec sa détente et sa vitesse supersonique. Sur le terrain, c'était du basket comme on n'en voyait nulle part ailleurs. Jason n'avait même pas besoin de regarder Randy pour savoir où il allait être. Il pouvait balancer une passe aveugle, une passe dans le dos, une passe à une main en plein sprint, et Moss serait déjà là pour récupérer le ballon et claquer un dunk. Leur connexion était surnaturelle. Les petites victoires du début de saison se transformaient rapidement en massacres. Les adversaires ne pouvaient tout simplement pas suivre leur rythme. Et plus ils avançaient dans la saison, plus la pression montait. Tout le monde parlait d'eux. Tout le monde savait que DuPont avait un truc spécial. Arrivés en playoff, ils continuèrent leur carnage. Premier tour, expédié. Demi-finale, même histoire. Jason enchaînait les performances de génie, distribuant des passes que personne d'autre n'aurait osé tenter. Randy, lui, transformait chaque possession en highlight. Et puis arriva la finale. Tout le monde voulait voir ce match. D'un côté DuPont, l'équipe spectaculaire qui jouait un basket hors du commun, de l'autre Martinsburg, une machine bien huilée, une équipe bien coachée, ultra disciplinée, habituée à ses grands rendez-vous. Dès le début du match, Jason impose son tempo. Il joue sans peur, comme toujours. Une passe dans le dos en contre-attaque, Randy Moss claque un dunk ravageur, la foule explose. Mais Martinsburg est une équipe solide. Ils ne paniquent pas, ils s'adaptent. Ils coupent les lignes de passe, ralentissent le jeu, imposent un défi physique. Petit à petit, DuPont commence à être gêné. Jason continue son festival, mais l'équipe en face ne cède pas. Il score à longue distance, il trouve des angles impossibles, mais Martinsburg répond à chaque fois. Le match se joue jusqu'aux dernières secondes, mais malheureusement, DuPont s'incline. Jason termine avec 26 points et une dizaine de passes décisives. Mais c'est Martinsburg qui repart avec le titre. Dans le vestiaire, l'ambiance est lourde. Tout le monde sait qu'ils étaient proches du rêve. Et pour Jason, ce n'était pas une fin. C'était juste le début. Après son passage remarqué au lycée DuPont, Jason Williams aurait dû être courtisé par toutes les plus grandes universités du pays. Mais son style de jeu, aussi spectaculaire soit-il, effrayait certains recruteurs. Trop flashy, trop incontrôlable, il jouait comme un streetballer dans un monde où l'efficacité et la rigueur primaient.
Au départ, Williams s'était engagé avec l'université de Providence, mais un événement inattendu changea ses plans. Rick Barnes, l'entraîneur qu'il avait recruté, quitta Providence pour rejoindre Clemson. Le nouveau coach, Pat Gillen, ne voyait pas Williams comme un élément clé de son projet. Pire encore, il recruta un autre meneur, Shammgod Wells, qui allait plus tard devenir God Shammgod, un nom légendaire pour tous les amateurs de dribble. Jason comprit vite qu'il risquait de passer son temps sur le banc. Pour un joueur comme lui, c'était impensable. Il voulait jouer, il voulait montrer ce qu'il savait faire. Il rompit donc son engagement avec Providence et se retrouva sans université. C'est à ce moment-là qu'un homme entra dans sa vie, Billy Donovan. Billy Donovan n'était pas un coach comme les autres. Ancien meneur de jeu lui-même, il comprenait le basket d'une manière différente. Là où d'autres voyaient Jason comme un joueur imprévisible et incontrôlable, lui voyait un génie du jeu, un talent brut qu'il fallait polir mais surtout pas brider. Donovan venait d'être nommé entraîneur à Marshall University, une fac qui ne jouait pas dans la même cour que les géants de la NCAA, mais qui comptait bien faire parler d'elle. Et pour ça, il avait besoin d'un meneur capable de transformer son équipe. Il mit tout en œuvre pour récupérer Williams, et ce dernier accepta l'offre sans hésiter. Et il y avait un problème. Selon les règles de la NCAA, un joueur qui change d'université devait attendre une saison avant de pouvoir jouer un match officiel. Jason dut donc redshirt toute la saison 1994-1995, ce qui signifiait qu'il pouvait s'entraîner avec l'équipe, mais pas jouer. Ce fut une année de frustration, mais aussi de travail acharné. Donovan savait que Jason avait un don naturel, mais il voulait lui donner une structure. Il l'obligeait à travailler des exercices de passe et de dribble avec des poids sur des poignets pour améliorer son contrôle du ballon et sa force dans les passes longues. Williams passait des heures à répéter ces exercices, perfectionnant son toucher et sa vision de jeu. Quand il put enfin jouer lors de la saison 1994-1996, le résultat fut immédiat. En tant que freshman, Jason tourna à 13,4 points et 6,4 passes par match. Son jeu rapide, ses passes aveugles et sa capacité à improviser dynamitèrent le jeu de Marshall. L'équipe termina la saison avec un bilan positif et Williams commença à se faire un nom dans le monde universitaire. Mais une nouvelle opportunité allait bientôt se présenter à lui. Il faut dire que Billy Donovan lui aussi était en train de se faire un nom. En seulement 2 ans à la tête de Marshall University, il avait transformé un programme universitaire modeste en une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Les médias commençaient à parler de lui comme l'un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du pays. Et puis en 1996, l'appel arriva. L'université de Florida voulait faire de Billy Donovan son nouvel entraîneur principal. C'était un programme bien plus prestigieux qui évoluait dans la SEC, l'une des conférences les plus compétitives du pays. Des infrastructures dernier cri, un campus immense, une visibilité bien plus grande, c'était l'occasion de passer à un autre niveau. Mais Billy savait qu'il ne pouvait pas partir sans Jason Williams. Depuis son arrivée à Marshall, Jason était devenu son projet, son joyau. Il voyait en lui un talent unique, un joueur qui pouvait révolutionner le poste de meneur. S'il devait reconstruire Florida, il voulait le faire avec son meneur à ses côtés, et ce choix était loin d'être simple. Jason se retrouva face à un véritable dilemme. D'un côté, il pouvait rester à Marshall, où il était déjà le meneur titulaire, où il avait des responsabilités, où il était la star. Il aurait pu continuer à briller dans un environnement qui le connaissait et où il était libre de jouer son jeu. Mais de l'autre côté, Florida représentait un tout autre défi. Un niveau de compétition plus élevé, des adversaires plus forts, une exposition médiatique qui pouvait lui ouvrir les portes de la NBA. Seulement voilà, s'il suivait Donovan, il devrait encore attendre 1 an avant de pouvoir jouer. Jason venait tout juste de passer une saison entière sur le banc à cause des règles de la NCAA après son transfert à Marshall. Il avait bossé comme un fou, enduré la frustration de ne pas pouvoir jouer, et maintenant on lui demande de recommencer. Est-ce qu'il allait pouvoir supporter une autre année dans l'ombre? Et au fond de lui, il savait déjà la réponse. S'il voulait réaliser son rêve, s'il voulait montrer au monde entier qu'il était différent, il devait suivre son mentor. Il prit son téléphone, appela Billy Donovan et lui donna sa décision. Il irait à Florida. La saison 1996-1997 fut la plus longue de sa vie. Une année complète sans pouvoir jouer en match officiel. Une année à rester dans l'ombre alors qu'il savait qu'il pouvait être l'un des meilleurs meneurs du pays. Chaque entraînement était une bataille contre lui-même. Il voyait ses coéquipiers partir jouer les matchs pendant que lui restait sur le campus à répéter les mêmes mouvements encore et encore. Ses journées se résumaient à une obsession, être prêt quand son heure viendrait. Mais cette fois, il n'allait pas juste revenir prêt, il allait détruire tout le monde. Il travaillait ses dribbles jusqu'à ce que ses mains tremblent de fatigue et il lançait des passes si puissantes contre le mur qu'elles revenaient plus vite qu'elles n'étaient parties. Il perfectionnait son shoot jusqu'à que ses bras ne puissent plus bouger. La frustration grandissait encore et encore. Chaque jour passé sans jouer n'était qu'un jour de plus où il accumulait une rage silencieuse. Et puis, enfin, l'heure arriva. Premier match sous le maillot de Florida. Jason était là, sur le parquet.
Le souffle court, les muscles tendus, il n'avait pas joué un match officiel depuis 2 ans. 2 ans à attendre, à travailler, à retenir un talent qui ne demandait qu'à exploser. Quand le ballon fut mis en jeu, il ne réfléchit pas. Il déchaîna tout. Le terrain devint son terrain de jeu, il voyait tout avant tout le monde. Il jouait plus vite, plus fluide, plus imprévisible que jamais. Il était une anomalie, un phénomène impossible à arrêter. C'était plus juste Jason Williams. Il était quelque chose que personne n'avait jamais vu. Et puis le 3 décembre 1997, arriva le premier moment de légende. Contre Duquesne, Jason entra dans l'histoire de Florida en réalisant 17 passes décisives en un seul match. Un record, un exploit et surtout un message envoyé à toute la NCAA. Je suis là et vous n'êtes pas prêts. Il était devenu un des joueurs les plus excitants de la NCAA. Il était en train d'écrire son ticket pour la NBA. Et c'est là que tout s'effondra. Depuis son arrivée à Florida, Jason avait toujours eu un problème. Il n'aimait pas les règles et il avait une mauvaise habitude dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Déjà 2 fois, il avait été chopé en train de fumer du cannabis. Florida l'avait averti. Une dernière fois et ce serait la fin. Mais Jason n'était pas du genre à écouter les avertissements. En février 1998, il fut une 3e fois pris la main dans le sac. Suspendu pour le reste de la saison. Le rêve se brisait alors en 1000 morceaux. Il venait de ruiner tout ce qu'il avait construit pour être honnête. Il était censé dominer la NCAA, emmener Florida en tournoi final, prouver à tout le monde qu'il était le meilleur, mais maintenant il était coincé une fois de plus. Mais alors que tout semblait perdu, quelqu'un l'avait remarqué. Dans les tribunes, un certain Nick Anderson, joueur du Orlando Magic, assistait à son dernier match avec Florida. Il avait entendu parler de ce meneur fou et il voulait voir de ses propres yeux ce qu'il valait. Et ce qu'il vit le choqua. Jason Williams n'était pas juste un bon joueur, c'était un génie. À la fin du match, il prit son téléphone et appela son agent. Ce gamin, c'est un monstre, il faut le signer. C'était l'opportunité que Jason attendait. Le 24 juin 1998, les Sacramento Kings prirent un risque insensé. Avec le 7e choix de la draft NBA, ils choisirent Jason Williams. Le monde du basket n'avait encore rien vu. Et dès son premier match, Jason Williams électrisa la ligue. Les Kings venaient de reconstruire leur effectif avec des joueurs comme Chris Webber, Vlad Divac et Peja Stojakovic. Et Williams allait être le chef d'orchestre de cette nouvelle équipe. Un groupe talentueux, mais qui avait besoin d'un meneur pour orchestrer le jeu. Dès les premières semaines de la saison, il se passa quelque chose d'exceptionnel. Les Kings devinrent l'une des équipes les plus excitantes à regarder. Sacramento, une franchise longtemps médiocre, était soudainement le centre de l'attention. Et au cœur de ce spectacle, il y avait Jason Williams. En numéro 55, devint l'un des 5 maillots les plus vendus de la NBA. Mais si son jeu faisait rêver les fans, il agaçait aussi beaucoup de monde. Trop de passes risquées, trop de ballons perdus et en dehors du terrain, il continuait d'être un joueur difficile à gérer. En 2000, il fut suspendu pour 5 matchs pour ne pas avoir respecté les obligations du programme anti-drogue de la NBA. La ligue ne révéla jamais les détails, mais la sanction était là. Puis en 2001, un incident vint entacher son image. Lors d'un match contre les Golden State Warriors, il fut accusé d'avoir proféré des insultes racistes à un fan asiatique qui le chahutait. La NBA le sanctionna d'une amende de 15 000 $ et Nike, qui devait lancer une campagne publicitaire avec lui, annula tout. Sacramento, qui voyait en lui un meneur de spectacle, commençait à se demander s'il pouvait être un meneur de jeu fiable. L'été suivant, la décision fut prise. Jason Williams était échangé. Sacramento en avait assez de son manque de discipline et voulait un meneur plus fiable. Le 27 juin 2001, les Kings décidèrent de l'échanger aux Vancouver Grizzlies en échange de Mike Bibby. Quelques semaines plus tard, la franchise déménagea à Memphis et Williams se retrouva au cœur d'une équipe en pleine reconstruction. C'était un nouveau départ, un moment crucial de sa carrière. Dans ce nouvel environnement, il devait prouver qu'il était plus qu'un simple showman, il pouvait être un vrai leader. Le 30 novembre 2001, il réalisa le plus grand match de sa carrière, 38 points et 11 passes décisives contre les Houston Rockets. Il montra qu'il n'était pas qu'un passeur de génie, mais aussi un scoreur capable de prendre les choses en main. Mais Memphis restait une équipe faible. La franchise n'avait jamais connu les playoffs et le groupe manquait encore d'identité. En 2002, un homme allait changer tout ça. Jerry West, légende des Los Angeles Lakers et désormais dirigeant des Grizzlies, décida d'aller chercher un coach capable de redresser l'équipe. Il fit sortir Hubie Brown de la retraite. Ce fut une révolution. Un coach expérimenté, exigeant, qui imposait une discipline militaire. Avec lui, Memphis fit un bond spectaculaire, améliorant son bilan de 28 victoires en une saison. Williams commence à mûrir sous ses ordres. Il restait un joueur spectaculaire, mais il commençait à comprendre qu'il devait être plus efficace. En 2004, pour la première fois de son histoire, Memphis atteignit les playoffs. Les Phoenix Suns les balayèrent en 4 matchs. Et en 2005, alors que les Grizzlies venaient d'être éliminés une nouvelle fois au premier tour, un incident marqua la fin de son aventure à Memphis. Lors d'une conférence de presse, un journaliste du Commercial Appeal, Geoff Calkins, critiqua son attitude et insinua qu'il ne se souciait pas de la victoire. Williams, furieux, lui arracha son stylo et lui hurla dans les oreilles. Il fut immédiatement sanctionné d'une amende de 10 000 $. Le divorce était consommé. Une fois de plus, une franchise décida qu'elle ne pouvait plus gérer Jason Williams. Un nouvel échange était inévitable. Le 2 août 2005,
2005, Williams fut envoyé à Miami, dans un échange impliquant 13 joueurs, le plus grand trade de l'histoire de la NBA à l'époque. Cette fois, il n'allait pas rejoindre une équipe en reconstruction. Il arrivait dans un véritable candidat au titre. Miami, c'était Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, un effectif solide encadré par Pat Riley, une franchise qui ne visait qu'une chose, le titre NBA. Williams savait que pour gagner, il allait devoir changer son approche. Fini les passes inutiles, fini le show permanent, il devait devenir un meneur plus sobre, plus efficace, et il l'accepta. Miami finit la saison avec 50 victoires, et Williams, malgré des blessures au genou, fut un élément clé de l'équipe. Lors des finales de conférence contre Détroit, il sortit son meilleur match des playoffs, marquant 21 points à 10 sur 11 au tir lors du match 6, permettant à Miami de se qualifier pour les finales NBA. Et en finale, contre les Dallas Mavericks, il fit ce qu'il fallait faire pour aider Miami à décrocher le titre. Le 20 juin 2006, Jason Williams devint champion NBA. Il avait tout vécu, les échecs, les critiques, les échanges, mais il était là, avec la bague de champion au doigt. Les 2 saisons suivantes furent plus compliquées. Miami souffrait de nombreuses blessures. L'équipe perdit son équilibre. En 2007, ils furent balayés au premier tour des playoffs par les Bulls. En 2008, ils ne se qualifièrent même pas. Williams, lui, était usé par les blessures. Son genou lui faisait de plus en plus mal. Il perdait de sa vitesse et en septembre 2008, il annonça sa retraite. Mais le basket lui manquait trop. En 2009, il fit son retour avec Orlando et joua 82 matchs lors de la saison 2009-2010. Les Magics atteignirent la finale de conférence, mais tombèrent contre Boston. Finalement, en 2011, il signa une dernière fois avec Memphis, où tout avait changé depuis son départ. Mike Conley avait pris sa place et était devenu le meilleur meneur de l'histoire de la franchise. Le 18 avril 2011, Jason Williams annonça sa retraite définitive. Après 13 saisons, il quittait la NBA comme l'un des joueurs les plus uniques et imprévisibles de son époque. Jason Williams n'a jamais été un meneur traditionnel, mais il a marqué l'histoire du basket. Une question reste en suspens. Mérite-t-il une place parmi les 10 meilleurs meneurs de l'histoire? À toi de répondre.